Tess. Elle n'a pas vu le jour. La nuit est déjà là. C'est étrange, cette lumière d'une ville la nuit. Artificielle et blanche, elle éblouit plus que le soleil. C'est ce qu'elle offre, cette parenthèse entre deux mondes, entre deux vies, entre le crépuscule et l'aube, cette attente du jour prochain, du lendemain, cette possibilité du noir complet, du rien, qui fait que la nuit brille autant. Sa robe impénétrable, son style empreint de mystère, son âme peuplée de chimères irradie. Une femme marche dans la nuit, ou peut-être avance-t-elle dans les ténèbres. Mais elle ne se pose pas la question. Ce n'est pas le moment. Ensuite, on a le personnage d'Emma. Emma, août 1986. Emma est en vacances scolaires, elle a 19 ans. Elle aime le mascara, aller au cinéma, la frangipane, poser des mots dans ses carnets, faire du trampoline, boire du gin tonic avec une paille, se transformer en étoile de mer quand les vagues s'apaisent, les tableaux de Klimt, mettre en miettes les spéculoos, les regards de Jack Nicholson, faire des tas de dessins dans ses carnets, Don't Stop Me Now de Queen, s'évader loin de sa maison, imaginer les gens tout nus, s'endormir avec la lumière. On a également le personnage de David. C'est tout autour de la voiture que la montagne surgit, comme une apparition. Elle dessine maintenant des courbes et des vallons. Il n'y a plus de ligne droite, plus d'horizon. Et Nathan, le dernier personnage. Nathan est assis sur une chaise en plastique vert et fait face à Field, assis dans son vieux fauteuil en cuir. Salvi Orozco est debout, immobile, face à la fenêtre ouverte, à la rue et sa rumeur, au toit se succédant à l'infini, à la grève derrière l'infini. Il a le combiné du téléphone sur son oreille, le bip régulier qui l'envahit, et personne à qui parler. Salvi Orozco est muet. Bâillonné par les mots qu'il vient d'entendre, il se tait. Ses pieds nus s'enfoncent dans le tapis, ses yeux percent la pénombre d'après la nuit. Ses mains se cramponnent au plastique de l'appareil, et sa mâchoire se resserre. Il n'a plus de mots, plus de cris, le silence. Le jeune homme finit par lâcher le combiné, fait un premier pas, puis recule. Il hésite quelques secondes, se remet en route, fermer la fenêtre, remettre le coussin sur le canapé, prendre un verre d'eau, ouvrir à nouveau la fenêtre, s'asseoir sur le fauteuil, se relever. Rien ne va. Salvi ne sait pas où se mettre. Il aimerait reprendre le téléphone et rappeler pour être sûr. Mais cela ne servirait à rien. Il est sûr et reste immobile. Il jette un œil à sa montre. Il est très tôt. Il a encore un peu de temps avant de partir au bureau. Salvi se remet en mouvement et se dirige vers la bibliothèque. Il laisse aller ses doigts sur la ribambelle de livres et s'arrête à un endroit bien précis. Il s'empare d'un ouvrage rouge, un album photo. Il commence à le feuilleter. Commence seulement, car ce livre et ses souvenirs sont trop lourds. Salvi relâche son étreinte et laisse le cahier rejoindre le sol. Le bruit est sourd et les photos s'échappent, s'étalent sur la faïence humide qui suinte. Salvi Orozco savait ce qui allait arriver. Il savait que le grand Rafa s'éteignait. Rafa Orozco vient de mourir. Salvi Orozco va devoir l'enterrer. Voilà, ça c'est la première scène. Et donc Salvi et on rencontre Rafa, le grand-père. Je me rappelle de ce cocon, imbibé d'alcool et de fumée, des bouteilles et des cigarettes. Tout le monde buvait, tout le monde fumait, vieillard ou jeune fille. Il y avait toujours des paquets de tabac et du papier à rouler qui traînaient sur la table près du figuier, dans la cabane, derrière le mûrier, dans la barque de Rafa, sur la poutre près de la cuisinière, dans le tiroir de la commode, sur la table de nuit de tante Anna-Louisa. Pour les bouteilles, c'était plus discret. On les sortait à tous les repas, mais en dehors de ça, c'était juste une lichette par-ci, une rasade par-là. Le bouchon que l'on note, le goulot que l'on porte à la bouche,
la goulée qui réconforte et la bouteille qui retrouve sa place, l'air de rien. Une fois, puis deux, puis trois, puis du lever du jour au coucher du soleil. Mais il n'y a pas de mal, c'est comme ça ici. Ça revigore et ça permet d'oublier, de faire comme si, de verrouiller les lacrymales et de faire taire les sanglots. Pour se tenir droit dans la tempête, avancer et se taire. Un accord tacite, muselant son monde, une manière d'être inculquée dès le ventre maternel. Pas d'épanchement ici, ni scandale, ni cri chez les Orozco. La souffrance qui dégouline, c'est pas de chez nous. C'est trop impudique de pleurer ensemble, de se réfugier dans les bras de l'autre. Et puis de toute façon, même si on le voulait, chez les Orozco, on ne sait pas faire. La peau dure et les yeux secs. Et le silence. Faire des phrases, c'est tout déballer, ressasser, ça fait du grabuge. Alors que se taire, c'est plus discret. Et même si certains de mes géants aimaient ça, faire du bruit, brailler, bavasser, interpeller pour tout et n'importe quoi, ils parlaient pour ne rien dire.